Bonsoir à tous, bienvenue à ce webinaire en dentisterie. Mon nom c'est Hélène Perral, c'est moi qui vais animer ce soir et comme conférencière, nous avons comme toujours Dr José Marcoux, diplomate, j'oublie tout le temps tous les acronymes, mais c'est parce qu'on peut pas dire 10 spécialistes en dentisterie au Québec, Mhm. mais vous pouvez lire entre les lignes. Donc, ce soir, elle va nous parler des nouveautés dans la littérature en dentisterie. Elle a eu à faire des révisions et elle a retenu les points qui sont pertinents pour les généralistes. Fait que merci beaucoup, Josie. C'est vraiment un sujet c'est rare qu'on aborde, fait que c'est encore plus excitant. Avant de commencer, j'ai juste petit point. Un petit point super important. Si vous vous désabonnez de l'infolette de Yvette Mobile, je ne peux plus vous envoyer vos attestations. Donc, c'est arrivé la semaine passée. Donc, c'est important si vous aimez, je ne sais pas, pour une raison X ou vous vous désabonnez, je ne peux plus communiquer avec vous, puis je ne peux plus vous les envoyer. Premier point. Deuxième point, si vous êtes toute la clinique à nous regarder ce soir, moi, je peux juste envoyer l'attestation à l'adresse courriel de la personne qui nous écoute. Donc, s'il vous plaît, oui, vous pouvez vivre cette expérience-là ensemble, mais partez votre cellulaire à quelque part comme ça, j'ai une preuve comme quoi vous avez écouté. Et troisième point, nous allons répéter l'infâme quiz d'Antistory, l'infâme quiz de Noël. Non, c'est une blague, mais c'est le quiz de Noël. C'est un classique. On est rendu à notre troisième ou quatrième année. Ça va être le 22 décembre à 19 heures avec José. Et ben, c'est comme un pot pourri. Souvent, les gens ont dit pourquoi l'informe parce que les questions ne sont pas nécessairement faciles, mais c'est une meilleure façon de réviser, c'est quoi? C'est de valider qu'on a bien compris puis se faire poser des questions. Sur ce, José, est-ce que tu as des petits points pour que tu voulais préciser au sujet de l'anesthésie pour tes cas de dentisterie? Oui, donc peut-être que la nouvelle s'est répandue, mais Dr. Rousseau-Blas sera plus avec Yvette Mobile prochainement, en décembre. Par contre, il va continuer d'assurer le service qu'il a toujours fait là, au téléphone avec mes cas de dentisterie. Donc ça changera pas. On n'aura plus non plus Valérie, la technicienne TSA spécialisée en anesthésie, mais ça reste que j'ai quand même Eden, ben, Dr. Tsang, qui est vétérinaire généraliste et qui s'occupe de l'anesthésie, qui est quand même très bonne. Puis ça reste que quand même une personne dédiée à l'anesthésie qui ne fait que être plantée devant les moniteurs pour s'occuper du patient pendant la naisse là, avec aucune distraction et qui a Fred au bout du fil. Il va y avoir des petits ajustements peut-être comme en janvier, étant donné que Dr. Soblas va être en congé de paternité. Euh, on est en train de voir avec qui on pourrait travailler à distance pendant ce petit gap-là, fait que je vous reviendrai là-dessus, mais pour la suite, là, sachez que pour mon service de dentisterie, on peut quand même prendre les cas anesthésiquement un peu plus tricky. Tu sais, ça reste du cas par cas, là. Tu sais, si on n'est pas sûr que si on doit le faire en centre ou chez vous, on s'en jase à chaque fois, mais sachez que le service va rester disponible pour dentisterie. Super. Et aussi un petit rappel que le service d'interprétation des radiographies est toujours d'actualité, de plus en plus populaire aussi, d'aide avec le diagnostic. José l'a rebaptisé SOS Dentisterie. Donc, ne gênez-vous pas, les frais sont très abordables. La meilleure façon de rejoindre José et son équipe, c'est si possible via le cellulaire de l'équipe de dentisterie. Oui. Puis vous l'avez pas parce que j'avoue que je connais pas le numéro tout de suite live là, mais Je au vais le pire, le mettre. numéro de la réception des vêtements mobiles, ça va se rendre aussi, mais appelez parce que les courriels, je suis pas tout le temps dessus. Euh, des fois, je fais autre chose. Super! Est-ce qu'on est prêt? Yes, sir. OK. Je vais partager mon écran parce que j'ai un peu préparé. Ah, est-ce que tu peux me permettre de partager Oui, mon mon Dieu, écran on a pour tellement jasé qu'on a oublié. Je suis sincèrement. Oui. Ah oui. Là, je vous avertis, la présentation n'est pas jolie, OK? Parce que là, la mise en page, c'était au-delà de ben, mon envie, franchement. Mais ça va être clair. Donc, premièrement, en fait, je vais probablement refaire ce sujet-là en début d'année prochaine parce que j'ai trois fois, tu sais,
le temps qu'on va faire là, de nouveaux articles que je pense qui seraient intéressants à discuter avec des généralistes, là. Parce que j'ai récemment étudié comme les 5 dernières années du JVD seulement. Puis il y a quand même du stock, puis ça, il y a du stock, je pense, qui est pertinent pour vous autres aussi. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a 5 articles dans les dernières années qui sont parus sur les malocclusions, spécifiquement les lingoversions des canines chez le chien. Fait que ben, je les ai comparés pour vous, puis on peut tout en discuter. Fait que je peux en avoir pour un petit bout avec ça. Puis après ça, on parlera de suture. Donc, ben, ici, vous avez les titres là, des 5 articles dont on va discuter, mais vous avez vu que ça a été un sujet chaud là, dans les dernières années, les canines en lingoversion. OK. Donc, les généralités quand on parle des canines en lingoversion, c'est quoi ce que la littérature dit déjà, puis bon, pourquoi c'est important. Donc, oups, bon, il y a une faute. La linguoversion, donc, lorsque les canines devraient être un petit peu en biais comme ça vers l'extérieur, mais lorsqu'elles sont droites, ou même juste pas assez penchées, mais ce qui arrive, c'est qu'ils font contact avec n'importe quoi. Ça peut être le palais, ça peut être la gencive entre la canine et l'incisive 3, puis ça peut être le rebord de la gencive, là, mais à n'importe quoi, n'importe où dans cet axe-là, ils vont faire contact avec les tissus mous du palais, disons ça. Euh, Quand ça arrive au niveau des canines décidues, on disait autrefois que ça cause un adverse dental interlock. C'est-à-dire on pense que, étant donné que les canines sont piquées au palais, ça ferait un frein à la croissance de la mandibule quand il y a cette malocclusion-là chez les chiots. La malocclusion est possible aussi chez les adultes. On va en parler. Mais bref, le adverse dental interlock, on pense que ça nuit à la croissance de la mandibule quand les canines, donc, causent un frein en se piquant dans les tissus. C'est la malocclusion de classe 1 la plus fréquente. Je vais en profiter pour vous demander quelles sont les 4 classes de malocclusion. Je vais ouvrir mon petit chat. Et bon, comment je fais ça? Oui. Là, tu veux que les gens écrivent. Qu'est-ce que Ouais, tu veux précisément? Tu veux qu'ils il y a écrivent? 4 classes de malocclusion. Classe 1, Ouais. classe 2, classe 3, classe Fait que- 4. Est-ce que vous êtes capable de me les définir? Ah voilà, j'ai réussi à trouver le chat. Puis tu veux, parce que ça peut être un petit peu long à écrire, est-ce que tu veux qu'on commence par la un ou veux-tu les... Euh, oui. C'est quoi ma occlusion classe 1? OK, on commence classe un. Qu'est-ce que Go. c'est? Je suis encore en train de partager mon écran ou pas? Oui, OK. Moi, je le vois pas, mais OK. Oh, yay! J'ai déjà 2 bonnes réponses dans le chat. Je suis quand même impressionnée parce que les gens, on va voir après, là, les gens se mélangent, mais ah non, donc, on a vraiment un crowd de gens dévoués. C'est vraiment, oui, moi je suis impressionnée. bon, donc, on me dit que classe 1, c'est une orientation anormale d'une dent. Ça peut être une ou plusieurs, mais en fait, c'est ça. C'est que il y a une ou plusieurs dents dans l'arcade qui est pas à sa place. Mais la relation entre les deux mâchoires est bonne. C'est-à-dire rien de trop court, rien de trop long. Les mâchoires ont les longueurs qui sont appropriées, mais il y a une dent qui est mal positionnée. Fait que un exemple pourrait être la canine en lance chez le Shetland. Euh, tu sais, la mâchoire est à la bonne place, c'est juste qu'il y a une dent qui a décidé, la canine décide de pousser par en avant en place de par en bas. C'est une malocclusion classe 1. Donc, classe 2, qu'est-ce que c'est? Donc, il y en a qui avaient anticipé ma question. Ah, puis en fait, j'ai arrêté mon share parce que je voulais sharer autre chose. On sent, il y a de l'excitation. Là, on est rendu même dans classe 4. Fait que classe 1, en fait, ça c'est normocclusion. Oups, OK. Classe 2, juste là. Bon, là, je vais demander ton assistance, Hélène, parce que je suis comme pas capable Oui, d'avoir le chat en même temps que ce que je partage, là. Fait que, parfait. peux-tu me lire le chat? OK. Donc, Ou en tout cas, résumer, bref.
tuais le chat. Bon, classe 2, mandibule de taille inférieure au maxillaire. Oui, ça serait une bonne réponse. Et là, le problème, c'est, OK, classe 2, c'est pas tout le monde qui a écrit la classe, fait que là, on a un mélange, on a un peu pourri, là. Classe 2, mâchoire inférieure plus courte. Mhm. Il y en a-tu d'autres? Là, les autres, ils n'ont pas écrit classe, fait que je vais tout de suite sauter au classe 3. Mandibule de taille supérieure au maxillaire. Ouais, Et puis, classe 4, asymétrie. oui. Là, il y a plein de gens qui ont donné probablement des Il y a très d'autres bonnes. noms, hein. Je sais, c'est un bordel total dans la nomenclature, je vais en parler. Je pense qu'il y a même dystoclusion Oui, mandibulaire. exactement. C'est des, Donc, c'est parce qu'avant, on parlait de prognatisme et de brachygnatisme, OK? on Euh, les a ça aussi. ouais, Ça a c'est été ça. dit. Oui. Fait que ce terme-là est un petit peu tombé en défaveur, je m'excuse, parce que quand on dit que l'animal, par exemple, est prognate, ça veut dire qu'il y a une mâchoire qui est plus longue que l'autre. Mais c'est que si tu spécifies pas si c'est un prognatisme mandibulaire ou maxillaire, techniquement, ça me dit rien qu'il est prognate. Fait que on est comme habitué, mettons, par défaut, quand on dit prognate ou brachygnate, qu'on parle de la mandibule, mais le terme est comme pas complet. Puis là, il y a, bon, académiquement, il y en a qui disent oui, mais là, comment on sait qu'il est prognate, c'est-tu parce que sa mandibule est trop longue ou c'est son maxillaire qui est trop court? Parce que, tu sais, officiellement, si on prend un bulldog ou un shih tzu, que, genre, prognate, classe 3, ben, c'est leur maxillaire qui est trop court, en fait, c'est pas leur mandibule qui est trop long parce que c'est des chiens qui ont le nez écrapouti. Fait que, c'est bon, là, c'est comme un peu le bordel. Fait que là, c'est rendu distoclusion. Donc, l'occlusion, elle se fait comme distale à la normale. Mais bref, classe 2 trop court. Puis j'accepte quand même brachygnate, là. Je veux dire, si vous écrivez ça dans un dossier, tout le monde sait de quoi on parle, mais sachez que les académiciens vont vous dire que c'est pas vrai. Fait que bref, classe 2 la petite mâchoire est trop courte, que ce qu'on voit le plus souvent. Fait que ça nous donne un petit gap ici. Puis classe 3 ou mésio-occlusion, fait que la mâchoire est comme nésiale à ce qu'elle devrait être. C'est nos bulldogs, là. Tu sais, des fois, on a genre nos bulldogs, nos boxers, des fois, on a un demi-pouce, là, trois quarts de pouce même de mâchoire de trop. Fait que classe 3 c'est nos bulldogs. Puis notre classe 2 c'est ce qu'on voit le plus souvent, c'est notre petite mâchoire très courte. Puis, il n'y a pas de photo de la classe 4 mais classe 4 c'est quand l'animal gauche-droite a décidé d'être vraiment spécial. Ça fait des choses funky des fois, mais c'est vraiment il y a quelque chose de tordu quelque part. Des fois, c'est juste le mandibule, des fois, c'est les quatre cadrans, là, il y a rien qui parle. Puis là, sachez que je suis sur le site de l'AVDC, dans la section nomenclature, puis ça, c'est accessible à tous, là. Fait que vous allez dans AVDC Primary Care Practice Resource, puis vous cliquez sur nomenclature, puis là, je suis dans Occlusal Anomalies, mais j'ai décliné, honnêtement, ça, j'y vois souvent, là, imprimé, puis sur le mur de dentisterie, là. Mais vous pouvez imprimer ou écrire, ou, tu sais, si vous vous en rappelez pas, juste mettez-le en favori. Puis sachez aussi que, en fait, la section nomenclature est vraiment cool, là. Euh, si vous vous rappelez pas des mots, des diagnostics, là, la abrasion, infarction, blablabla, comme, sont toutes là, puis il y a beaucoup de photos, puis toutes les définitions sont là. Fait que puis c'est gratuit, allez-y. Euh, fait que Evidici, nomenclature. Puis les occlusions, si vous ne vous rappelez pas de la classe 1, classe 2, c'est écrit ici, accessible à tous. Fait que classe 2, c'est ça qu'on va parler le plus là aujourd'hui, étant donné qu'on parle des lingoversions des canines, parce que les deux sont souvent ensemble, mais on peut avoir des lingoversions des canines qui sont des classes 1. C'est-à-dire que la relation entre les mâchoires est parfaitement normale, mais il a décidé que ces canines, il allait les faire droites à place de pencher puis pique dans le palais. Mais ce qui est fréquent aussi, c'est que si on a une malocclusion classe 2, étant donné que là, les quatre canines vont arriver comme vis-à-vis l'une de l'autre, bien souvent, ça va faire des canines en lingoversion, mais simplement parce que on a un décalage vers l'arrière, puis que là, nos canines sont souvent plus dans le diastème. Voilà. On a révisé nos malocclusions. On retourne dans ma super présentation. Écrit noir sur blanc. La présentation la plus plate du monde, mais... OK. Oups. Voyons. OK. Donc, la lingoversion des canines est la malocclusion classe 1 la plus fréquente chez les chiens. Elle est souvent aussi associée aux classes 2, comme je l'ai dit, mais bref, normalement, vous allez voir ça quand même assez souvent.
Autrefois, ce qu'on disait, c'était que les extractions des canines mandibulaires décidues qui piquaient le palais devraient avoir lieu avant 12 semaines d'âge pour promouvoir, ou du moins ne pas empêcher la croissance de la mâchoire. Donc, on sait que l'ossification endochondrale, bref, la mâchoire, elle pousse quand elle fait sa croissance à partir de l'arrière. Donc, c'est là que le cartilage se dépose, puis que les nouvelles cellules osseuses se déposent, puis elle va comme pousser du fond en premier. Euh, et donc, ça se fait avant l'âge de 3 mois. Fait que vers 3 mois, la longueur de la mâchoire est pas mal déjà ce qu'elle va être, même si le reste du visage puis du chien pousse. Donc, on pensait que euh, le fait d'enlever les canines qui piquent la mandibule, qui piquent le maxillaire, par contre, avant l'âge de 3 mois, si l'animal était en malocclusion classe 2, on avait des chances que la mâchoire continue de pousser, ou du moins on éliminait l'obstacle à ce que la mâchoire pousse. Par contre, si on fait ça après l'âge de 12 semaines de 3 mois, ben normalement la croissance du mandibule est déjà complétée, donc ça changerait rien. Donc, la recommandation, c'est d'extraire les canines mandibulaires si elles piquent le palais avant l'âge de 12 semaines. Par contre, qu'il y ait une malocclusion classe 1 ou 2, le fait de les extraire va soulager la douleur, peu importe, euh, qu'ils soient en classe 1 ou en classe 2, euh, parce que ça fait mal qu'ils soient en classe 1 ou en classe 2. Euh, ben, évidemment, linguovertomandibular canine, c'est que les MNC, cause la douleur, des défaits de la muqueuse, puis potentiellement des fistules oronasales s'ils ne sont pas traités. Le traitement de ces dents-là, des dents décidues, est toujours, ou même adulte, est toujours indiqué. Je sais que le chien mange. Je sais que le chiot, il joue avec sa balle. C'est sûr que ça fait mal. OK? Il y a 2 aiguilles de planter dans le palais à chaque fois qu'il ferme la bouche. OK? Fait que c'est vraiment difficile de faire comprendre aux clients que c'est douloureux parce que le chien n'a pas l'air en souffrance extrême, là. Puis c'est comme le débat important, disons, avec le client, mais on devrait toujours les traiter quand on les voit, que ça soit avant 12 semaines, après 12 semaines, peu importe. De soulager la douleur est un enjeu important. Donc, je sais que c'est pas à vous qu'il faut que je vende l'idée, c'est aux clients, là, mais voilà. Euh, autre généralité, les canines d'adultes mandibulaires, donc, vont faire éruption lingualement aux canines décidues. Donc, je vous montre ici une radio d'un petit chien, d'un petit chiot. On a nos canines décidues qui sont ici, fait que les canines d'adultes sont linguales aux canines décidues toujours. Fait que ça, c'est à savoir. Donc, si nos canines décidues sont déplacées lingualement, puis que nos canines adultes poussent lingualement aux canines décidues qui sont déjà linguales, ben on comprend qu'ils n'ont absolument aucune chance de pousser dans la bonne direction si les canines décidues sont encore en place. Puis, je suis certaine que vous avez déjà vu ça chez un chien. Donc, si vous avez de la misère à vous rappeler, ils sont où les canines mandibulaires, ben, juste pensez à... euh, vous vous rappelez pas sont où les bourgeons, ben, je suis certaine que vous avez vu cette image-là en personne, là, à peu près une centaine de fois. Fait que les canines d'adultes sont linguales aux canines de lait. Quand on fait nos extractions, on va en parler tantôt. OK, fait que l'étude numéro 1, son objectif, c'était de essayer de déterminer si l'extraction des canines décidues qui causait la malocclusion offrirait une occlusion normale chez les patients lorsque la dentition permanente ferait éruption. Donc, on a des chiots avec des canines décidues, déplacées lingualement, on les traite. Qu'est-ce qui arrive avec la dentition adulte? C'était ça le but de l'étude. Donc, cette étude-là a utilisé des patients qui avaient autant, ils ont accepté, qui ont regardé des patients classe 1 et classe 2. Fait que des patients qui avaient une bonne relation de la mâchoire puis des patients qui étaient trop courts. Fait qu'ils ont regardé 77 patients qui avaient eu l'extraction des dents décidues. Il y en avait à peu près moitié-moitié, là, fait que 32 qui étaient classe 1 puis 45 qui étaient classe 2. 88% des cas étaient bilatéraux. On va le voir de d'autres études qui ont des chiffres un petit peu différents, là, mais on voit que c'est plus souvent bilatéral qu'autrement. Il y a 33 cas
qui ont été traités avant l'âge de 12 semaines, puis 44% qui ont été traités après l'âge de 12 semaines. Fait qu'ils ont essayé de voir si le cut-off du 12 semaines était vraiment pertinent pour le outcome, pour l'issue, pardon. Euh, Fait que voilà, fait qu'ils ont regardé ces critères-là. Donc, sur tous les cas où les canines mandibulaires décidues en lingoversion ont été extraites, il y en a 50% de ceux-là qui ont eu des dents d'adultes dans une position qui était adéquate, qui n'avaient pas besoin de plus de traitement que ça. Donc, c'est intéressant. Fait que le taux de succès, fait que souvent, on disait, OK, avant l'âge de 12 semaines, après, bon, peu importe, si on enlève les canines déstituées, on a des chances que la dentition adulte pousse, mais on n'avait pas de stats du tout de comment vendre ça aux clients. Mais là, maintenant, on en a. Fait que cette étude-là va montrer que l'extraction des canines décidues fonctionne 50% du temps pour corriger la dentition adulte sans traitement supplémentaire que ça. Ils ont trouvé que l'âge n'était pas un facteur, puis le fait que c'était classe 1 ou classe 2 non plus n'était pas un facteur dans cette étude-là. Donc, ça marchait pas mieux ou moins bien dans les classes 1 que les classes 2. Dans la discussion, euh, donc les points qui ont été soulevés, euh, donc le cut-off du 12 semaines, il y a moins des auteurs qui suggéraient le 16 semaines d'âge pour encourager donc la bonne croissance de la mâchoire, mais on sait tous que la plupart du temps, ces chiots-là sont évalués lors des premiers vaccins par le vet. Donc, des fois, la logistique ou le timing, c'est qu'on attrape ces patients-là un petit peu trop tard. Ils ont trouvé que bien que les classes n'étaient pas significatives dans leur étude, c'était proche d'être significatif. Donc, peut-être s'il y avait eu un plus grand nombre de patients, la classe le serait. Donc, probablement que les patients en classe 1 auraient un meilleur taux de succès que les classes 2. L'autre problème, puis ça, c'est quelque chose, si j'avais un résident, je pense que je donnerais ça comme projet de recherche, là. En ce moment, le problème avec les lingoversions des canines, c'est que, bon, premièrement, il y a eu plusieurs nomenclatures qui ont été adoptées. Fait que les canines en lingoversion, les lingually displaced canines, parce que des fois, on a des canines qui sont à la bonne place, mais que c'est juste leur angulation qui est pas correcte. Mais des fois, on a l'impression que la canine au complet, elle a été comme déplacée vers le milieu. Puis on a aussi ce qu'on appelle les base narrow canines. Euh, Moi, j'ai vu des patients où la mâchoire du bas était tellement étroite par rapport au maxillaire. Je veux dire, ça n'a pas d'importance la position des dents dans cette affaire-là. Je veux dire, les deux mâchoires étaient comme pas proportionnelles. C'était impossible que ces canines-là se fassent une place qui avait de l'allure, là. Par contre, ces trois mots-là dans la littérature sont utilisés de façon interchangeable, mais je pense que toutes les lingoversions ne sont pas égales. Puis, si un jour, quelqu'un finit par faire le ménage dans la nomenclature, peut-être qu'on va avoir probablement des meilleurs diagnostics puis des meilleurs pronostics parce qu'on va arrêter de mettre tous les chiens dans le même panier. Euh, mais bref, si en ce moment, si vous lisez Linguoverted Canines, Lingually Displaced Canines, puis Base Narrow Canines, sachez que c'est un peu toute la même affaire. Euh, Même si un jour, je pense que ça ne sera plus, mais pour le moment, c'est ça. Puis aussi dans les limites de l'étude, il disait qu'il tenait pas compte donc justement de la largeur des mâchoires entre elles, ou ils n'ont pas évalué aussi si le diastème, c'est-à-dire l'espace entre l'incisive 3 puis la canine maxillaire était adéquat, ce qui pourrait peut-être changer le pronostic des patients parce qu'on sait que des fois, si la canine souvent, quand la dent décidue maxillaire est retenue aussi, l'espace va se fermer entre les deux dents du haut puis pas laisser de place aux canines du bas. Donc, c'est peut-être pas juste de traiter les canines du bas qui va vraiment avoir le meilleur impact. Bon, donc, avant, on n'avait rien. Maintenant, on a possiblement que 50% des cas chez qui on enlève les dents décidues en égoversion se corrigent d'eux-mêmes lorsque les dents sont adultes. Cet article-là discutait de la technique qu'ils utilisent pour extraire les canines décidues et probablement que le résident qui écrit ça s'est rendu compte que ce n'était pas décrit dans la littérature avant aujourd'hui. Donc, eux autres, ils ont décrit leur technique. Fait que, on va pouvoir regarder ça ensemble. Puis, je vais aussi vous dire qu'est-ce qu'eux font avec lesquels je suis d'accord ou pas. Donc, eux, ce qu'ils font, bon, exactement, évidemment, ils font un lambeau. Fait que les autres, ils font des extractions ouvertes où ils utilisent leur scalpel. Ils font une incision. Ils font deux incisions. Fait une mésiale devant l'incisive 3, je pense que les autres utilisent. Oui, entre l'incisive 3 et la canine. Puis, ils font aussi une incision distale où ils
ils font une incision divergente, mais ils prennent soin d'éviter le frein de la lèvre. La raison pour laquelle on essaie d'éviter le frein de la lèvre, c'est que c'est vraiment super épais puis qu'il y a beaucoup, beaucoup de muscles qui viennent s'insérer à cet endroit-là. Donc, si vous le coupez, en fait, c'est pas grave dans le sens qu'il n'y a pas de musculature, de vasculature ou de neurovasculature importante dans ce coin-là. C'est juste que c'est tellement chunky, ça va être super difficile à élever puis à couper complètement. Puis vous allez avoir beaucoup de viande à recoudre, là. Fait qu'en général, soit on coupe en avant ou on coupe en arrière. Puis, je voulais vous montrer, on va regarder la photo après, mais il y a une photo, donc, de leur lambeau. Donc, ils prennent le lambeau, ils l'élèvent, en faisant toujours attention à ce qui sort du foramen mentonnier moyen. Fait que ça, c'est en avant du frein, mais c'est un petit peu plus ventral. Donc, ce que eux font pour retirer de l'os au buccal, c'est qu'ils prennent un élévateur à périoste félin, c'est-à-dire un qui est plus étroit, puis ils vont manuellement retirer l'os au buccal de la canine et ils se font bon, puis ils exposent au minimum 50% de la racine, puis ils se font un petit groove ou une petite gouttière au mésial et au distal de la canine pour faciliter l'insertion de leurs instruments après. Ensuite, ils vont élever au mésial et au distal de la canine prenant soin de ne jamais placer leurs instruments, donc à la face linguale de la canine décidue, parce que le bourgeon de la canine d'adulte se situe à cet aspect-là de la dent. Donc, si tu as enlevé 50% de ton os au buccal, puis tu t'élèves mésial et distal, ben, à partir du moment où tu n'as plus d'attache sur ces trois places-là, même si tu n'as pas élevé au lingual, normalement, ça devrait être quand même assez aisé d'élever la dent à cet endroit-là. Fait que c'était lorsqu'il était assez mobile, ben, ils prennent mon Dieu, il y a plein de fautes. Ou des fois, ça doit être petit d, dans le fond, quand j'ai fait mon copier-coller. Il utilisait, bon, le Davier en prenant soin de ne pas orienter ou de ne pas faire basculer la dent décidue en l'extrayant, en ne faisant pas basculer l'apex vers le lingual, encore une fois, pour éviter d'aller toucher le bourgeon. Donc, euh, même s'il y a toute notre fenêtre d'os au buccal, c'est tentant d'aller basculer notre dent dans cette fenêtre-là, mais si tu fais ça, tu pousses ton apex vers le lingual, puis tu pourrais aller endommager le bourgeon de la dent d'adulte. Donc, on ne fait pas ça, on sort notre dent bien droite. Bon, bon, il utilise une petite trappe pour fermer l'alvéole, blablabla. Et puis, il prenait oui, c'est ça. Il prenait une radiographie pour confirmer qu'il n'avait pas touché le bourgeon de la dent d'adulte. Sincèrement, je vois pas, à moins que tu l'aies déplacé, le bourgeon, là. Donc, je suis pas certaine que de prendre la radiographie, ça va vraiment vous dire si vous avez touché le bourgeon, à moins que vous ayez vu que la dent est déplacée par rapport à là. Fait que je vais aller partager la photo de l'article. Est-ce que j'en ai plusieurs d'ouverts? Étude 1. Donc, voilà ici la photo qu'ils ont de leur chirurgie. Fait qu'ils ont une incision de lâchement qui est entre l'incisive 3 et la canine, puis une incision distale en prenant soin d'éviter le frein ou de ne pas couper dans le frein directement ici. Puis ça ici, le foramen mentonnier moyen doit être quelque part là. Puis eux, ils utilisent, c'est ça, un petit élévateur à périos pour venir enlever l'os au buccal. Pourquoi ils José, n'utilisent pas? Oui? excuse-moi, est-ce que tu pourrais comme agrandir un petit peu la... Oui. Ah ouais, merci. Attends. Le trackpad, attends, je vais regarder ici, tout ça. Mais déjà là, ça fait une grosse différence. Merci. Donc, fait que ton foramen mentonnier moyen va être comme quelque part ici. On a le frein ici, on voit un petit peu là, la tension sur la gencive, la grosse viande est ici. Fait qu'eux vont aller l'enlever à la main. Puis, j'ai une photo normalement, si je me rappelle bien, de la job, ouais, quand elle est terminée. Donc, ça leur donne ça. Puis c'est là qu'ils vont aller utiliser leurs élévateurs, donc au mésial et au distal, pour aller sortir la petite dent décidue. Euh, Moi, j'utilise une fraise, fait que eux autres, ils le font à la main probablement parce ils trouvent que c'est moins, tu sais, tu peux pas dépasser ou tu peux pas vraiment défoncer la dent avec ton élévateur, ou en tout cas plus difficilement qu'avec une fraise. Puis si j'ai un autre truc à donner,
Je dirais que la différence majeure entre extraire une canine d'adulte puis une canine décidue, c'est que les canines d'adultes sont vraiment en forme de banane ou en forme de croissant de lune, alors que les canines décidues, je trouve, sont plus en forme de bâton de hockey. C'est-à-dire que tu as la couronne elle-même qui est très, très, très courbée, puis après ça, la racine est plutôt une ligne droite qui s'en va ici, oh, mon curseur, ici comme ça. Fait qu'on a moins la banane. Fait que des fois, c'est qu'on insère nos instruments puis on pense suivre la courbe, mais la courbe est comme pas là. Euh, donc, petit truc que moi j'ai à ajouter sur la technique de comment extraire les dents de lait, parce qu'apparemment, il n'y a personne, il n'y a aucun textbook qui en parlait jusqu'à maintenant. Tu, tu, tu. OK. Bon, il me repart au début. Voilà. Étude 3, dont on va discuter après, parlait aussi de sa technique, de comment eux extrayaient la canine mandibulaire. Euh, Donc, eux, à la place de faire un lambeau avec trois incisions, faisaient une incision simplement par-dessus la racine euh, de la canine, puis élevaient de chaque côté, comme, je sais pas comment on rouvrirait un rideau. Ça contrevient au principe des lambeaux, en fait, d'utiliser cette technique-là. Si, ça va être d'ailleurs mon sujet de conférence pour la MVQ au mois d'avril, tout sur les lambeaux, dans lequel on va parler justement de comment dessiner un lambeau, puis de faire l'incision directement par-dessus une alvéole est techniquement pas une bonne idée. Par contre, j'imagine que si ça fonctionne bien, c'est probablement pour quelques raisons, c'est-à-dire que l'alvéole d'une dent de lait décidue est quand même très, très, très petite, même quand on enlève de l'os. Je veux dire, même chez un grand chien, ça a quoi, 4 millimètres de large. Et puis, déjà que la bouche est un endroit magnifiquement vascularisé qui guérit super bien, si tu rajoutes le fait que le patient est un chiot, ben, je veux dire, c'est comme une machine à guérir, là. Fait que probablement que cette technique-là fonctionne quand même, mais officiellement, ça contrevient à certains principes de faire des flaps. Parce qu'en fait, on va finir par suturer notre lambeau dans un vide, ce qui n'est pas conseillé. Donc, la technique semble la même, simplement c'est que leur lambeau est un petit peu différente. OK, fait que l'étude 2, je me doutais que j'aurais pas le temps de parler de tout ce que je voulais parler. On va faire, je pense, 4-5 webinaire sur la littérature. Bon. L'objectif 2 était d'évaluer rétrospectivement les patients qui avaient donc subi des extractions des canines mandibulaires et de voir l'occlusion des dents permanentes. Fait que l'objectif est en fait exactement le même. Eux ont étudié seulement des patients qui étaient des classes 1, fait que, où les mâchoires étaient de la bonne relation. Puis, la date n'avait pas d'importance, le timing. Fait qu'ils ont regardé, euh, la plupart des patients avaient été faits entre 6 et 19 semaines, mais il y avait des patients qui avaient été faits beaucoup plus tard. Donc, encore une fois, la malocclusion était bilatérale dans à peu près 80% des cas. Et puis, 80% de réussite dans ce cas-ci. C'est-à-dire que 80% des patients qui ont eu leur canine décidue extraite ont eu une occlusion adulte normale. Fait que le taux de succès est un petit peu meilleur que l'étude précédente. Euh, Puis, encore une fois, l'âge semblait pas changer grand-chose et le fait que la malocclusion soit bilatérale ou unilatérale ne changeait pas non plus le succès de la dent. Ils ont aussi mentionné que sur les 6 patients qui, donc, ils ont eu besoin d'un traitement, donc que la dentition adulte, l'occlusion adulte n'était pas parfaite, ont été traités seulement avec gingivectomie, gingivoplastie. Donc, malgré le fait qu'ils ont eu besoin d'un traitement, c'était un traitement qui était plutôt léger, donc la malocclusion était quand même pas très sévère. Donc, peut-être encore plus un incitatif pour extraire les canines décidues qui sont en ingroversion, parce que le taux de succès, 50% dans une étude, bon, 79% dans celle-ci. Y avait-tu une question? Et Oui. Mme Patrice d'or. Est-ce que c'est la même approche qui est recommandée pour les dents décidues retenues? J'essaie normalement d'éviter de retirer de l'os alvéolaire dans ce cas-là. En fait, je sais pas pourquoi, mais il faudrait que je lui demande un jour. Docteur Dumais voulait
presque jamais qu'on enlève de l'os sur les dents décidues, les canines décidues. Il me faisait toujours les faire en extraction fermée. Euh, j'ai pas trop compris la raison. En fait, moi, je vous dirais que si de faire un lambeau puis d'enlever de l'os, ça fait que vous êtes moins traumatique, en fait, en faisant votre extraction, prenez donc cette technique-là, la technique qui vous facilite la vie, parce que ce qu'on veut pas, surtout, c'est d'abîmer le bourgeon de la dent d'adulte. Fait que si vous gossez bien moins avec vos élévateurs puis vous traumatisez pas le bourgeon en faisant un lambeau puis en enlevant de l'os, ben faites donc ça. Puis si ça vous prend 2 fois moins de temps, mais faites ça aussi. Un gros merci. Bienvenue. OK, l'étude numéro 3, ben, c'est à peu près le même objectif. Fait que, c'était quoi les chances que l'occlusion permanente soit normale après le traitement des dents décidues? Bon, fait que eux autres ici ont utilisé des classes 1, des patients classe 1 et classe 2. Il y avait seulement 17 patients par contre. Eux, ils ont essayé par contre de classer le degré de malocclusion chez les patients. Fait que les classes 1 étaient toutes des classes 1. euh, mais en fait, ils ont dit les sévères et les pas trop sévères ou les légers. C'est-à-dire que les sévères étaient officiellement les dents étaient dans le palais, puis les légers étaient n'importe où dans la gencive. Fait qu'à partir du moment où la plaie était entre les dents, ou latéralement aux dents, c'était des cas légers, mais si la lingoversion envoyait les dents directement dans le palais, là, où il commence à avoir des crêtes, là, c'était des cas sévères. Puis les malocclusions classe 2, ils ont fait les moyens, oh, pardon, les légers, c'était ceux qui étaient, disons que l'overlap des canines, quand on regarde le patient, mettons, de côté, si on était dans la si les canines mandibulaires arrivaient, mettons, vis-à-vis le 50% mésial des canines maxillaires, c'était des cas légers. S'ils arrivaient à peu près vis-à-vis, c'était des cas moyens. Puis si la canine mandibulaire était dans la moitié distale de la canine maxillaire, c'était considéré comme des cas sévères. Donc, ils ont essayé de voir est-ce que le degré de malocclusion allait changer l'issue pour le patient. Bon, il y avait 6 patients en classe 1, 11 patients en classe 2. Euh, bon, ils disent combien il y avait de sévères puis combien il y avait de légers. Bon, ici, c'est information un petit peu qui vient confondre l'étude, je trouve. C'est ils ont recommandé à tous les patients, en plus de l'extraction des canines décidues, de faire du ball therapy à la maison. Fait qu'ils ont éduqué les clients à ce qu'était le ball therapy. Par contre, ils n'ont pas ensuite, demander aux clients si ça avait été fait ou pas, puis ils n'ont pas tenu compte de cette donnée-là dans le outcome des patients. Fait que, est-ce que le ball therapy a aidé? On ne sait pas. Mais ça a été du moins recommandé. Moi, je dis ball therapy, là, ça fait pas mal, puis c'est gratuit. Fait que, tu sais, je veux dire, au pire, le client va jouer à la balle avec son chien trop. Ça peut pas faire de mal. Blablabla, OK. Puis eux autres, ils disaient 15 minutes 3 fois par jour. C'est ça que je dis moi aussi. Donc, les patients ont été traités entre 2 et 5 mois d'âge, puis ils n'ont pas trouvé non plus que l'âge à laquelle la malocclusion a été traitée a changé l'issue. Fait que l'histoire du 12 semaines de faire pousser la mâchoire, on ne sait pas si ça fonctionne ou si ça change quoi que ce soit. Par contre, si ce qu'on vise, c'est de corriger la lingoversion des dents d'adulte, je pense que tant que les canines décidues sont retirées avant l'éruption des canines adultes, l'âge n'a pas d'importance, puis que ça va avoir un bon effet. OK, donc, 100% des cas de malocclusion classe 1 se sont corrigés d'eux-mêmes. Fait que dans la première étude, on avait 50%, la deuxième 80%, là, on est rendu à 100. Puis pour les malocclusions de classe 2, euh, on avait juste un taux de succès de 27%. Fait que dans ces cas-ci, la classe était significative pour l'issue. Puis, dans tous les patients qui ont eu leur dent décidue extraite, il n'y a aucune dent décidue permanente là, qui a eu des défauts d'émail ou des problèmes quelconques. Ouais, fait que le problème dans la discussion, c'est qu'on ne sait pas si on fait du ball therapy. Puis, juste quelque chose qui m'a fait sourciller dans le matériel et méthode, tous les patients, tous les chiots dans cette étude ont eu des antibiotiques au moment de la chirurgie et 10 jours post-op pour une extraction des canines de haie. C'est beaucoup.
Je n'ai jamais donné d'antibiotiques à aucun patient pour des extractions de canine de lait et mon taux d'infection post-op est présentement de 0%. Alors, peut-être beaucoup d'antibiotiques pour rien, mais je soyez pas surpris si des fois vous rencontrez des articles où ça parle d'antibio post-op parce que c'est encore pas, malgré les recommandations qui tu sais, sont de plus en plus standardisées, là, mais tu sais, il y a encore des auteurs ou encore des vétérinaires là, qui mettent des antibiotiques sur tous les patients post-op. Je pense qu'on Donc, a notre faites ça. premier emoji. Ah oui? C'est rare, Tu as un un emoji. emoji, genre mon cerveau explose? Non, c'est le bonhomme apeuré, là. OK. Ben, moi, en tout cas, ça serait ça le mien. Sur des chiots, mais tu sais, je veux dire, ton taux de complication est comme déjà de genre 0,0001%. Tu vois. Euh, Cette étude-là mentionne aussi dans le matériel des méthodes qu'ils utilisent un mélange de lidobupi pour leur bloc, alors qu'on sait que le pKa de ces deux produits-là n'est pas compatible, et ils utilisent du catgut. Fait que ça me donne une idée, tu sais, que peut-être c'est quelqu'un qui a, euh, qui a fait sa résidence il y a un petit bout de temps. Euh, Par contre, j'ai rien contre le catgut, mais c'est juste que je remarque que c'est plus les vieux vets qui l'utilisent encore. On dit pas le mot vieux. Ouais, les expérimenter. Mais par contre, non, mais pour vrai, depuis, là, on en jasera, là, mais tu sais, le monocryl est discontinué, là. Euh, considère vraiment essayer le catgut. Puis en fait, j'ai eu une greffe de gencive l'année passée, puis c'est du catgut que moi j'ai eu. Fait que j'ai rien contre le catgut, c'est juste que les vets plus nouveaux, tu sais, tout le monde est sur le monocryl, puis c'est plus les anciens qui utilisent le catgut, mais ça, c'est peut-être un shift qui n'a pas lieu d'être. Mais bon, mais les antibiotiques, voilà. Fait que dans leurs patients classe 1, fait que tout le monde a été un succès, même si ceux qui étaient sévères versus légers, là, ça changeait rien. Par contre, euh, dans leur malocclusion classe 2, donc on sait qu'il y a 3 patients qui ça a marché, fait que le patient qui était léger a fonctionné. Dans les modérés, c'était 33%, puis de aucun de leurs cas de malocclusion sévère, c'est-à-dire où ce que la canine mandibulaire est à la moitié distale, la maxillaire, là, il n'y a aucun de ces cas-là que d'enlever les canines décidues a rendu l'occlusion adulte normale. Ce qui est quand même logique quand on y pense, là. Tu sais, il faudrait peut-être, juste avant de dire que c'est 100% de réussite, peut-être regarder un petit peu l'alignement des dents. Mais donc, on a 3 études qui ont regardé là, l'issue des, euh, de qu'est-ce qui arrive quand on extrait les dents de lait sur ces chiots-là. Donc, l'étude 4, en fait, ça, c'est une étude qui regardait le succès des extensions de couronne. Donc, c'était pas le but de savoir c'était quoi l'issue des dents déstituées, mais par contre, on va prendre la question à l'envers. Tous les patients dans cette étude ont été présentés pour une malocclusion de la dentition adulte. Donc là, on a pris des patients qui avaient une dentition adulte avec des lingoversions des canines, donc des canines qui piquent le palais. Puis, 35% de ces animaux-là, ou en fait 25% de ces animaux-là avaient aussi une malocclusion de leur dentition décidue. Donc, on pourrait dire que c'est pas tous les patients qui ont une malocclusion des dents d'adultes qui avaient aussi une malocclusion des dentitions décidue, parce qu'il y en a juste 25% encore. Fait qu'il y en a que spontanément, dans leur dentition adulte, ont décidé de faire de la lingoversion des canines. Mais par contre, un tiers des patients qui avaient de la lingoversion des canines ont eu de la persistance des canines décidues. Fait que soit qu'ils étaient présentés à la consultation puis qu'ils avaient encore leur dentition, leur canine décidue retenue, ou il y avait une historique que ça avait été retiré par le vétérinaire. Donc, ça me laisse penser que peut-être il y a au moins un tiers des patients adultes qui ont une malocclusion qui aurait peut-être pu être évité. Il y a peut-être un tiers des patients que c'est dû à la dentition décidue retenue qui cause la malocclusion des dents d'adultes. Fait que je trouve que c'est beaucoup. De patients là, qu'après ça, on est pogné pour faire des pulpectomies super chères chez le spécialiste, là. Fait que je vous dirais, surveiller vos patients. Souvent, vers l'âge de 6 mois, il y a comme un trou, là. Tu sais, c'est comme pas les vaccins. Les vaccins sont finis, la stérilisation n'est pas faite encore. Fait que bref, je sais pas, il faudrait éduquer les clients directement. Mais potentiellement que les canines décidues retenues causent des lingoversions de la dentition adulte chez
une certaine proportion des patients. Euh, voilà, je sais plus ce que je m'en ai avec ça, mais bref. Par contre, il y a quand même, tu sais, les 2 tiers des patients qui ont décidé spontanément de faire des lingoversions des canines. Donc, c'est pas tous les patients, mais bref, ça me dit que peut-être il y a certains patients là, qu'on aurait pu sauver ou du moins épargner de ça. Et c'est ça. Donc, malgré une dentition décisive normale aussi, on peut avoir des malocclusions de la dentition permanente parce qu'il y a quand même la plupart des chiens dans cette étude-là dont c'était le cas. Question? Oui. Avons-nous le pourcentage de chiots ayant une malocclusion de classe 1 qui ne sont pas traités et qui ont une occlusion normale à l'âge adulte? Non, parce que ces patients-là se présentent pas chez le vétérinaire, fait qu'on n'aura pas ces stats-là. Fait que c'est ça, c'est pour ça que je voulais vous présenter comme les 2 études, parce qu'il y a ceux qui étaient problématiques, on a regardé si ça guérissait, puis ensuite on a ceux qui sont présentés tous problématiques, mais là on n'a pas pris juste ceux tu sais, qui avaient la dentition décidue, fait que c'est pour essayer de se faire une tête de c'est quoi tu sais, le outcome de tous ces patients-là. Euh, voilà, fait que c'est de prendre la question à l'envers, mais on n'a pas la réponse pour tu sais, tous les patients dans toutes les situations. Et C'est bon puis, pour l'instant. OK. Un Ouais. merci. La dernière étude, en fait, c'était une étude simplement sur la prévalence des malocclusions. Puis là, il parlait de toutes les malocclusions ensemble. Par contre, dans cette étude-là, il regardait seulement les chiens non brachycéphales parce que malheureusement, chez les chiens non brachycéphales, la malocclusion classe 3 est carrément rendue le standard de race. Donc, on ne sait pas trop si on est supposé considérer ça normal ou pas. Donc, il regardait les chiens mésocéphales et dolichocéphales. Mais quand même, il y avait 13% ou 14% des chiens dans leur étude. En fait, c'est tous les patients présentés pendant 3 ans là, dans une pratique de dentisterie spécialisée. Fait que vous allez me dire peut-être que ça ne représente pas la population standard. Par contre, les chiens n'étaient pas nécessairement tous présentés pour une malocclusion, mais bref, parmi tous les patients que un dentiste voit, il y en a 14% qui auraient des malocclusions. C'est quand même pas mal. Euh, donc, Moi, parmi je tous peux les te poser une question. Elle, là, elle va être tough. Je ne sais pas si ta réponse. Comparativement aux humains, on a-tu une idée? Je sais pas si le prognatisme, en fait, si les classes 1 ou classe 2, si les classes 2 ou classe 3 sont aussi fréquentes que chez les chiens. Parce que c'est quand même vraiment pas rare, tu sais, de voir des classes 2 et classes 3 chez les animaux de compagnie. Mais en fait, chez les humains, on les corrige, là, parce que, c'est esthétiquement, c'est Moi, on un me dit que mouvement c'est très fréquent. Quand je en démarche pour mon fils, puis on me dit que c'est très, très fréquent, mais là, il n'y OK. avait pas de pourcentage qui venait avec la classe 2 là. Fait que, non, je sais pas, mais ce serait intéressant. Bref, ils ont trouvé que la malocclusion, que la lingoversion des canines, surprise, surprise, est la malocclusion la plus fréquente parmi tous les types de malocclusion. Fait qu'ils ont regardé les dentitions décidues et les dentitions d'adultes, mais bref, lingoversion des canines, c'est notre winner, fait que c'est l'affaire que vous allez voir le plus souvent. Bon, puis eux ici, là, c'est toutes les malocclusions mises ensemble. Donc, encore une fois, notre taux de succès est comme un peu étrange, là, mais il y avait 60 chiens qui ont une malocclusion décidue quelconque traitée et 82% de ces chiens-là ont eu aussi une malocclusion de la dentition adulte. Mais à ce moment-là, on ne sait pas vraiment euh, de quelle malocclusion on parle. Fait que là, ça semblerait que le taux de succès est comme ordinaire. Par contre, dans cette étude, où la malocclusion des canines mandibulaires est la malocclusion la plus fréquente, ils ont remarqué que les poodles et les labradors semblaient très, très, très représentés. Je ne sais pas si c'est ce que vous voyez dans votre pratique, mais moi, les doodles, c'est des gros vendeurs de malocclusion par chez nous. Donc, ils se demandaient si, vu qu'on voit de plus en plus de poodles et de mix, si on allait voir donc une recrudescence ou en tout cas un surplus de patients présentés en malocclusion dans nos pratiques. Euh, et si, bon, éventuellement, on allait être capable d'identifier les gènes là, qui sont associés à ça. Le problème avec la génétique, c'est que souvent les occlusions, c'est que il y a beaucoup, beaucoup de gènes qui rentrent en ligne de compte, c'est pas juste un.
Donc, c'est dur d'identifier comment c'est ce gène-là parce qu'en fait, ça serait comme multifactoriel. Euh, Ah oui. Puis là, dans leur étude, ils disaient qu'une des limites de l'étude, c'était que c'était difficile de savoir le outcome des patients qui étaient traités parce qu'il y en a beaucoup qui étaient diagnostiqués et qui, en fait, faisaient pas la procédure. Donc, il y avait de la misère à avoir des taux de succès de leur procédure parce que il semblerait que chez les clients, c'est pas une priorité l'occlusion, même quand les vétérinaires stressent que ça fait mal et que ça devrait être traité. Donc, que ce soit spécialiste ou généraliste, je pense que le message, pour le moment, passe pas qu'une occlusion confortable, ça devrait être, tu sais, quelque chose qui devrait être offert à tous les patients. Donc, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Oui? Une question, pas sur la slide précisément, mais par quoi tu recommandes, par quoi tu remplaces le monocryl qui est discontinué? Ah ah. Je pense que c'est Sophie, là, non, c'est une présentation qu'elle a faite, mais il me semble dans le groupe des vets, il y a un ça a été discuté. Je ne sais pas par cœur, parce que moi, je me suis comme fait des réserves de monocryl quand j'ai su que c'était discontinué. Fait que je l'ai pas encore manqué, parce que ouais, je l'ai commandé comme 10 boîtes, là. Euh, je l'ai dans un chat je vais faire cette slide-là, puis je vais aller trouver la réponse après, Il parce y a qu'il faut comme quelqu'un que je qui touche en détail. écrit du monofast. Oui, c'est dans la liste. Il y a du cruise aussi. Puis je pense qu'il y en a un troisième, mais je vais vous trouver ça après cette slide-là. OK. Au pire, on va le mettre dans Oui, au l'info. pire, je le mettrai dans l'infolette, là, mais ça a passé aussi dans le groupe des vets. Je pense que si vous faites une recherche, vous allez le trouver. Euh, mais moi, j'ai fermement l'intention d'utiliser le catgut parce que ça fond vite, puis que... En tout cas, on en reparlera. OK. Donc, il semblerait qu'avant, on avait zéro stat sur c'était quoi le taux de succès quand on enlevait les canines décidues, quel impact ça aurait sur la dentition adulte. Mais là, on a des taux de succès entre 50 à 100%. Vous allez me dire, c'est un peu vague, mais vous pouvez quand même dire à vos clients qu'on a plus que 50% de chances que ça marche. Fait que je trouve que c'est quand même intéressant à mentionner. Euh, Potentiellement que quand c'est combiné à une malocclusion classe 2, le taux de succès serait moins bon, mais il y a encore beaucoup de facteurs. Puis, rendu là, c'est un petit peu difficile là, à vous donner des pronostics, mais allez-y avec votre grosse logique. Tu sais, quand les canines sont vraiment vis-à-vis, là, dites-vous qu'il n'y a pas vraiment de chance que ça passe, mais quand que c'est soit léger ou que c'est des malocclusions classe 1, ben, on a quand même des bonnes chances probablement que de traiter les canines décidues règlent d'eux-mêmes la dentition adulte. Euh, Pensez aussi que il semblerait que plusieurs malocclusions de la dentition permanente soient dues à des dents décidues retenues. Donc, souvent, quand on se dit, ah, on va attendre ou on les fera plus tard ou ah, là, je veux pas devancer la castration, je vais-tu endormir mon chien juste pour ça? Oui, endors le chien juste pour ça parce qu'il va sauver 2000 pièces de dentiste au bout de la ligne, OK? Fait que, c'est probablement très important de gérer les canines décidues retenues pour les traiter avant, ou du moins rapidement, à partir du moment où les dents permanentes font éruption, si on veut pas avoir une déviation des dents permanentes. Euh, Puis quand même se rappeler que parmi les patients adultes qui se présentent une malocclusion, c'est pas tous qui étaient dus à une anomalie de la dentition décidue. On a une question ici. Pour une dent décidue qui se présente de façon adéquate, recommandes-tu d'attendre de voir la dent adulte qui se pointe avant l'extraction? Une dent décidue qui se présente, c'est-à-dire qui est retenue ou qui est juste heureuse de faire sa vie? C'est pas spécifié, mais disons retenu. Si elle est retenue, il faut qu'elle parte. Non, heureuse dans sa vie. Ah, Heureuse de faire sa vie. mais ben non, dans le fond, si l'occlusion des dents décidues est normale, on n'extrait pas les canines pour le fun. Mais à partir du moment où on a une lingoversion des dents décidues, faut que ça parte le plus tôt possible parce que ça fait mal au chien de toute façon. En fait, dans 100% des cas, tu règles le problème de la douleur, puis dans 50 à 100% des cas, tu vas aussi régler le problème de l'occlusion adulte. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est que du bon. Par contre, si tu as une dent décidue, retenue, qui se pointe, à partir du moment où les canines d'adultes se pointent, les dents décidues ne devraient plus être là. Puis ça, à mon avis, c'est ASAP, on se débarrasse de la dent décidue. Je vais vous trouver. J'avais juste une petite. J'ai le temps.
Je vous avais préparé une pause de cerveau. Une pause de cerveau. Parce que j'ai vu des articles qui n'étaient pas nécessairement pertinents pour vous, mais qui étaient juste tellement spectaculaires que j'avais envie de vous les partager. Fait que je vais vous... euh, ça ici. Je vais finir sur, avant de parler des... Cette magnifique, mais alors magnifique et tellement satisfaisant. Image de ciel le sel. Avouez que c'est magnifique. Ça semble couler d'une rivière infinie de salive. Dans un très petit chien pourtant. Fait qu'en fait, ça, c'était un article sur... Ce chien-là avait été opéré aux glandes salivaires mandibulaires, mais en fait, c'est le sel zygomatique qu'il y a eu, puis que vu que ça drainait en portion déclive, c'était sa glande salivaire zygomatique qui était problématique dans ce cas-là. Mais ça reste que de drainer ça a dû être la chose la plus satisfaisante ever. Ah, un deuxième emoji ce soir, vraiment. Tu sais, des fois, il y en a qui sont en clinique, ils sont comme, ah, je suis pas sûre si c'est de la salive. Tu sais, regardez comment c'est visqueux, là, sur la serviette dans le bas, là, tu sais, ça poule même pas, ça fait juste comme continuer d'être un filet, là, genre. En tout cas. Euh, puis, je vais essayer de retrouver ma référence pour les fils. Il me reste 3 minutes. Là, j'ai mon téléphone qui sonne pour me dire que c'est mon journal club. Je suis comme, oui, je sais. Ah, faut que je le fasse. S'il y a des questions entre-temps, je peux faire deux Ben, choses. c'était plus un commentaire là, Ah, sur j'ai un chien de 6 mois avec des canines décidues sans dents permanentes en vue, radio ah, déclinée, mais je ne savais pas trop quoi faire. ben, radio décliné. C'est que là, on ne sait pas s'il y a des... C'est sûr que si les canines adultes sont absentes, on peut les laisser en place, les canines de lait. C'est juste que c'est vraiment rare que les canines d'adultes sont juste absentes. Euh, J'en ai vu quelques-unes. Fait que c'est pas impossible, mais c'est rare. Mais radio décliné, ben, je veux dire, vous avez fait la recommandation, le rendu là, vous pouvez pas confisquer le chien puis faire la chirurgie, mais si les dents d'adultes font pas éruption, mais pourraient être inclus, ça pourrait faire des kystes, je veux dire, dans tous les cas, si on est en retard sur l'horaire de l'éruption des dents, il faudrait que ça soit traité. Mais là, on a vu, pour les clients, ça ne semble pas important, l'occlusion. Euh, OK. Pas comme ça qu'on fait une recherche. Ah, comme ça. Là, tu recherches Je recherche mes euh, fils. les fils. Et là, on se demande tous pourquoi ils ont cessé le monocryl avec l'aiguille P3 parce qu'il semblerait, je veux dire, c'était populaire. Euh, OK, fait que Monofast est nommé Monopro. Et puis le Cruise. Cruise écrit K-R-U-U-S-E. Ah, puis il semblerait qu'il y a un autre polyglycaprone 25 qui s'appelle Adventime. Fait que, ah, en fait, là, je suis en train de share mon écran pour rien. Puis est-ce que tu voulais dire un petit mot sur le catgut? Fast, puis Monopro. En fait, ouais, c'est juste que, ben là, dans l'article dont on va discuter la prochaine fois sur les sutures, euh, les avantages, techniquement, c'est supposé être anecdotiquement plus inflammatoire, pas le catgut que le monosoft, etc. Par contre, le fil tombe beaucoup, beaucoup plus tôt parce qu'on sait, là, notre monocryl, il dure 3, même 4 semaines des fois. Tu sais, la plaie est guérie, ça fait longtemps. Fait que, il y a vraiment des dentistes qui préfèrent utiliser le catgut parce qu'ils se disent, ah, peut-être que c'est plus inflammatoire pendant une semaine, mais il tombe après 10 jours, alors que l'autre chien, il est pogné avec ses sutures pendant 3 semaines et demie. Fait que peut-être que j'aime mieux avoir un petit peu plus d'inflammation qui, même cliniquement, est comme plus ou moins objectivable, là. Puis d'avoir des sutures, tu sais, qui ne causent pas d'ulcère pendant 2 semaines et demie après, versus le monocryl. Fait que je sais, comme je vous dis, je suis quand même très ouverte au catgut parce que je pense que cet argument-là se